Quand on a commencé en 1978 à utiliser la vidéo dans la formation, ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que là, il faut apprendre certaines choses avant d'aller filmer. Bonjour et bienvenue pour ce podcast, pour le podcast de Gestiform, pour vous, avec vous. Mais avec nous aujourd'hui, Mario Tabozzi. Bienvenue. Bonjour. Nous sommes aussi en présence de Thibaut Gavin et moi-même, Josué. Nous allons parler aujourd'hui de gestes métiers. On s'est rencontrés de façon totalement, on peut dire, originale, si on veut. Tout à fait. Voilà, c'est à la suite d'une annonce Anibis pour de la vente de matériel. Et comme le monde est bien fait, on s'est très bien entendu. Et en plus, Mario avait quelque chose qui était très intéressant pour nous. Il a beaucoup travaillé dans le geste métier. Est-ce que Mario, tu peux nous raconter un peu ton parcours avant ? En fait, j'ai fait un apprentissage de forestier bûcheron. Puis j'ai travaillé quelques années en entreprise. On a créé carrément une entreprise. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à travailler dans l'entreprise ou est-ce que je me dirige vers la formation professionnelle ? Et j'ai eu l'opportunité d'être engagé dans une école professionnelle du canton de Vaud pour la formation des forestiers bûcherons. Et ce qui était intéressant, c'est que je suis arrivé dans un bâtiment neuf où il n'y avait absolument rien comme matériel didactique. On avait des outils pour travailler, c'est tout. Et la première année que j'ai commencé en fait dans cette école, on s'est posé la question avec les collègues instructeurs de comment est-ce qu'on allait transmettre en fait notre savoir. Parce que sans rien, c'est pas évident. La première année que j'ai commencé, on m'a donné un jour à disposition pour essayer de tester différents moyens. J'avais comme hobby un peu la photo, la vidéo en Super 8. Je faisais des enregistrements pour faire des présentations diapositives sonorisées. Et puis le directeur de l'école m'avait dit, mais voilà, essaye de prendre ce que tu as et puis montre-nous ce qu'on pourrait faire avec ce matériel. Rappelons-le, on est en quelle année là ? On est en 1978. D'accord, donc beaucoup de gens qui nous écouteront ne savent pas ce que c'est de la Super 8. Maintenant c'est tellement facile, on a tous à portée de poche, même plus. Et ouais, on n'a pas conscience qu'à l'époque une Super 8 c'est un matériel qui est pas anodin. Il implique beaucoup de travail derrière, du développement. C'est juste. Le gros problème en fait c'est qu'il faut faire développer les films. Donc si on filme quelqu'un dans le terrain, qu'on envoie à développer, qu'on reçoit peut-être une semaine plus tard, l'action est déjà oubliée. En fait, l'effet, il n'est pas bon. Oui. Et là, à l'époque où j'achetais mon matériel dans le magasin, on m'avait parlé de vidéo. C'était nouveau. Et je me suis dit, je vais essayer de demander qu'est-ce que c'est que la vidéo. Ils m'ont proposé de me prêter une installation pour un jour. Donc c'était un gros magnétoscope qu'on mettait en bandoulière avec une caméra liée avec un câble et qu'on pouvait en fait raccorder une télévision en rentrant et visualiser ce qu'on avait filmé. Bon, c'était en noir et blanc, c'était les premières vidéos, on parlait encore pas de VHS ou de système plus moderne. Et je me suis dit, j'essaye, je prends le risque. On a fixé une autre journée, j'ai été dans un cours où il y avait des actions pratiques des forestiers bûcherons. Je suis tombé sur un jour où il y avait un brouillard, mais je crois qu'on ne voyait pas à 10 mètres. Et le directeur de l'école, il avait pris son appareil de photo, de l'époque aussi, et il rigolait parce qu'il me disait « mais j'arrive pas à faire de photo, il y a pas assez de lumière, je peux pas photographier, c'est pas bon. Donc ça sera foutu ». J'ai quand même filmé sans savoir ce que ça donnait, parce qu'on n'avait aucun contrôle à l'époque. Il n'y avait pas d'écran de retour. Pas d'écran de retour, donc on filmait, puis ça s'enregistrait sur une bande. Il fallait après aller se connecter à un TV pour visualiser. Comment on faisait la netteté du coup ? Alors c'était une caméra comme les caméras d'aujourd'hui avec un objectif manuel. Donc j'avais un viseur, je pouvais en fait régler la netteté sur le viseur. D'accord, il y avait quand même un viewfinder qui était comme ceux qu'il y a maintenant, ouais. Exactement. Il y en avait un petit retour quand même. Oui, un petit retour. Ouais. Un petit retour. Ouais. Mais on ne pouvait pas lire, on ne pouvait pas visionner. D'accord, ouais. Du moment que c'était fait, ouais. C'était fait. Ouais. Donc j'ai filmé un peu différentes actions. Puis après on est rentré à l'école et on a visionné sur le TV. Et là c'était la grosse surprise. Parce que grâce au brouillard, en fait, on a une lumière très égale. Mm-hmm. Et la qualité de la vidéo à l'époque était très très bonne. Et en plus, on a pu en fait se rendre compte de l'efficacité de ce moyen. C'est-à-dire en regardant les scènes que j'avais filmées, on a pu voir en fait tous les problèmes techniques, on a pu voir tous les problèmes de sécurité, on a pu voir aussi au niveau des positions, le côté ergonomique en fait.
Et on s'est rendu compte que c'était vraiment un bon moyen. Voilà, après ce test, il s'est passé 2 ou 3 mois. Et un jour, le directeur, il vient vers moi et il me dit, écoutez, vous allez acheter l'installation. On a des sous. On va acquérir cette installation pour la formation. Donc voilà le début, en 1978, de l'introduction de la vidéo dans la formation des forestiers bûcherons. J'avais une question pour toi. Comment on passe en fait de bûcheron à réalisateur en termes de connaissances pratiques? Parce que tu nous as raconté que tu en faisais à côté pour le plaisir, mais au bout d'un moment, il y a quand même certaines connaissances, je pense à toutes les connaissances de travelling par exemple, qui doivent s'acquérir. Est-ce que tu as fait des formations? Est-ce que c'est venu assez instinctivement? C'est une très bonne question. Effectivement, j'avais acheté en fait des caméras Super 8 à l'époque et j'avais eu l'occasion de suivre un cours chez Bolex où j'avais déjà appris certaines bases. La bonne base en fait, où on a besoin d'avoir une image très stable, d'avoir une bonne qualité de stabilisation, une bonne netteté. L'importance de faire un travelling mais qui soit visualisable. C'est-à-dire pas de faire un truc rapide et puis qui donne prendre le temps, tout. être bas dans les jambes pour que ce soit stable. Ouais. Et après aussi, disons, par exemple, pour faire des petits films documentaires, de savoir comment en fait construire son scénario. Et on avait dû faire un petit film pour la fin de ce cours et j'avais eu la chance de finir 4e sur cette petite présentation. Puis après, je pense que tu as pu te perfectionner, apprendre de nouvelles connaissances au fur et à mesure aussi de la pratique que tu as faite avec... Je vais reprendre parce que quand on a commencé en 1978 à utiliser la vidéo dans la formation, ça s'improvise pas. C'est-à-dire que là, il faut apprendre certaines choses avant d'aller filmer. Il y a des prérequis, c'est-à-dire dans le domaine forestier, on allait filmer en fait un abattage ou un ébranchage. C'est les actions en fait où il y a le plus de risques. Donc c'est le métier le plus dangereux, c'est là où il y a le plus d'accidents. Et souvent c'est des accidents très très graves. Et chaque geste que fait l'apprenti est important. Donc il faut absolument connaître en fait tous ces gestes. Et c'est l'avantage que j'ai eu, c'est d'avoir cette pratique avant la formation où je connaissais vraiment bien tout la gestuelle de la profession. Ensuite, il faut se rendre compte que pour celui qui est filmé, c'est pas évident. À l'époque, c'était un gros stress. Aujourd'hui, les jeunes sont peut-être habitués à être filmés, ils se filment avec les Natel, mais à l'époque, filmer quelqu'un, on le mettait dans une condition qui était dure pour lui. Tout à fait, ouais. Et les erreurs arrivent vite. Et le meilleur exercice qu'on a fait, nous, avant de filmer les apprentis, on s'est filmé. Et ça nous a appris, en fait, qu'est-ce que l'apprenti ressent. C'est-à-dire que l'apprenti, en fait, il est dans cette position, en fait, où il est en stress. Et en fait, ces gestes, le travail qu'il va faire sera faussé. Donc, en fait, on a compris qu'il fallait d'abord le mettre à l'aise. Il fallait surtout discuter avec lui pour qu'il soit bien, qu'il soit rassuré. Et après, en fait, on le laissait commencer son travail sans trop s'approcher de lui. Et une fois qu'il était dans son travail, on commençait à filmer. Et on s'est rendu compte souvent que pendant les 2 premières minutes où on filmait, l'apprenti fait très attention parce qu'il est conscient qu'il est filmé, il ne doit pas faire de faute. Et après 2 minutes, il oublie tout. Ouais. C'est-à-dire que là, on commence à voir vraiment en fait tous les petits les difficultés et autres. Là, il y a un travail de réalisation. Justement, comme tu disais, tu connais le geste, tu connais la façon de faire, donc là, toi, tu peux le reprendre. Alors, nous, on a mis en place une certaine procédure en fait pour faire ce travail. C'est-à-dire que l'apprenti, il est dans un groupe avec un instructeur. L'instructeur connaît bien l'apprenti. Il connaît ses faiblesses, ses défauts, ses qualités. Donc la première chose, c'est de discuter avec l'instructeur, de voir qu'est-ce qu'on va mettre en évidence quand on va filmer cette personne. Donc il faut bien la connaître. Après, il faut connaître en fait la situation. Si c'est un abattage, il y a quand même des dangers importants, même pour celui qui filme, parce qu'il va pas pouvoir regarder en l'air pendant qu'il filme. Il y a un complément qui se fait avec l'instructeur. L'instructeur va surveiller en fait tout ce qui se passe pour assurer la sécurité et de l'apprenti et du caméraman. Et le caméraman en fait, il va aussi observer l'arbre. Il faut connaître cette situation parce que on sait déjà qu'est-ce qu'il y aura comme problème pendant l'abattage. Si l'arbre penche de côté, s'il penche en avant, s'il y a des branches cassées dedans. Donc on va déjà avoir des indications sur quoi filmer. Et en connaissant ces 2 choses, les difficultés de l'apprenti, la situation en fait de travail, on sait de quel côté il faudra se placer pour essayer de mettre en valeur les choses. Et pour que la vidéo ait une certaine efficacité,
il faut des plans de bonne qualité. C'est-à-dire, il faut une image nette. Il faut une image, en fait, si par exemple il y a une erreur de position de la main sur une poignée tronçonneuse, il faut être prêt à zoomer sur cette erreur-là. Il faut qu'on la ressorte. Et c'est ça la puissance, en fait, de l'image, en fait. Si elle est bien travaillée, si elle est bien faite, on arrive, en fait, à pratiquement convaincre l'apprenti de ce qui va et ce qui va pas. En tout cas, moi, je visualise très bien, en fait, les erreurs que pouvaient faire les apprentis et ceux dont tu parles, en fait, aussi des dangers dans le tournage, parce que moi, je suis un ancien paysagiste. Okay. Donc, j'ai aussi, comme tu as parlé d'abattage, je vois le problème. Peut-être que j'ai sûrement vu en plus de tes vidéos, vu qu'on avait aussi les mêmes vidéos des bûcherons pour montrer certains dangers ou quoi que ce soit. Alors certainement, parce qu'on a fait beaucoup de films après, de démonstrations, de films sur les accidents, de films sur les dangers. Typiquement la chaîne de tronçonneuse qui casse. Donc voilà, au niveau de ces prérequis, voilà tout ce qu'il faudrait connaître avant d'aller filmer. Et au moment où on a saisi toutes ces images, il y a la façon en fait de les montrer à l'apprenti. L'idéal, en fait, c'est de les montrer tout de suite. Oui. Donc, on a vite développé, en fait, une petite TV sur 12 volts qu'on prenait dans le terrain, à côté de l'arbre qu'on a abattu. Et puis, on branchait notre caméra et on visionnait directement, en fait, sur place après. Parce qu'il a tout en mémoire. Il se rappelle exactement de tout ce qui s'est passé. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est simplement, en fait, de visualiser l'image, de s'arrêter quand il y a quelque chose à dire, et surtout de laisser l'apprenti lui-même faire son autocritique. Ouais. C'est-à-dire, nous, on n'intervient presque pas. On s'arrête, on le laisse commenter. Et dans 90% des cas, en fait, ils voient exactement la difficulté. Et du moment où ils s'autocritiquent, en fait, on a une transmission qui est nettement supérieure. C'est-à-dire, ils prennent conscience des problèmes et ils arrivent par la suite, en fait, à les compenser, à les résoudre. Comme tu disais, ils sont déjà en ébullition, en fait. Du fait d'avoir eu ce stress de couper l'arbre devant une caméra, ils ont l'esprit qui est déjà chaud et qui fait qu'il va retenir beaucoup plus ces informations. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'être filmé dans son travail, on n'a pas l'habitude de se visionner dans son travail directement après. C'est vrai que les illustrations de l'époque, je pense qu'elles étaient surtout soit en dessin, soit en photo. Il y a une chose importante que tu viens de dire. C'est vrai qu'on a parlé en fait des fautes, des erreurs que fait une personne, mais ce qui est hyper important, c'est de montrer aussi ce qui est bien fait. Ouais, c'est pas seulement montrer le côté négatif, mais montrer aussi le côté positif en fait, et de valoriser la personne. On a fait des sondages auprès des apprentis. Ce qu'ils pensaient de la vidéo dans les années, j'ai fait les sondages en 2003 et 2004 par là. Et ce qui est intéressant, c'est que les apprentis relèvent surtout le côté stress. Le moment où ils sont filmés, ils ont peur. Ils l'appréhendent avant et au moment où c'est fait, ils sont contents. Et ce qui ressort de positif, c'est qu'ils sont très contents d'avoir vu les erreurs qu'ils ont faites. Surtout certains, ils ont remarqué que ça leur permettait en fait de pouvoir se corriger. Puis d'aller plus loin sur une nouvelle base. Voilà. Ce qu'ils ont surtout relevé, c'est que quand on leur donne un écrit, c'est des gens en fait c'est plutôt des manuels. Dès qu'ils sont devant un texte, ils arrivent à comprendre qu'une partie du texte. Et ils retiennent très peu. Et ils n'arrivent pas à faire le lien entre le texte et le terrain. L'image, en fait, elle les remet dans le terrain. Donc l'image, en fait, permet à ces jeunes, en fait, d'être dans leurs éléments. Et ça leur parle beaucoup plus. Et je pense que vous avez dû voir une nette amélioration, en fait, du niveau général des apprentis. Alors, eux, ils le relèvent. Eux, ils sont contents de le faire et ils nous demanderaient de faire encore presque plus de fois des prises de vue comme on le fait dans les cours. Mais voilà, on n'a pas le temps de tout faire non plus. Mais en fait, je suis convaincu que ça a permis de faire avancer la formation, ça a permis de réduire le nombre d'erreurs et de risques d'accidents pour ces jeunes. Ce qui est le principal. Oui. Surtout dans un métier où les erreurs peuvent vite devenir dramatiques. Ça peut être mortel. L'apprenti a vu ses erreurs sur place, ce que moi je trouve super comme méthode, mais après il faut transmettre au plus de monde possible. Et là, ça se passe comment dans les années 80 ? Alors, comme je donnais aussi l'enseignement théorique, je reprenais des extraits de films qu'on avait fait dans le terrain et ensemble, avec toute la classe, cette fois, on visionnait en fait certaines erreurs, certaines choses qui étaient aussi positives, de façon en fait à pouvoir le communiquer de façon plus large et que tout le monde en profite. Mais là aussi, il faut faire attention parce qu'on peut mettre mal à l'aise le jeune qu'on a filmé, qui a fait une erreur, et que ses copains vont pouvoir regarder et peut-être se moquer de lui.
Donc il faut utiliser ça de façon en faisant attention. Avec des pincettes, ouais. Exactement. Et peut-être ça nous a amené plus tard à se poser la question de faire des films de démonstration, c'est-à-dire leur montrer le bon exemple en images. Et là, on a commencé en fait à réaliser des petits films, présenter la bonne technique, le bon geste, la bonne position de travail. Du coup, là, on est vraiment dans le geste métier d'apprentissage. Là. Oui. Et ça, on s'y prend comment? C'est à peu près la même technique. On se prépare. Alors, il faut connaître absolument le geste. Et puis, c'est vrai qu'il faut trouver la personne capable de démontrer ce geste. Donc, ça peut être un vétéran du métier. Oui, dans ce cas-là, ouais. Là, on a travaillé entre instructeurs. Et puis, voilà, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait aucune faute. Et vraiment de montrer en fait tout ce qui est important, c'est-à-dire de faire les gros plans sur les positions des mains, de faire des gros plans sur l'ergonomie, faire attention au niveau de la sécurité, c'est-à-dire de montrer comment on gère la sécurité pendant ce travail. Donc là, on décompose en fait toutes les phases du travail et puis on les filme les unes après les autres. Donc pour toi, les bienfaits en fait de pouvoir filmer ces gestes métiers, c'est vraiment de pouvoir, par rapport au papier et au crayon, comme on l'a encore beaucoup à l'école, même aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir montrer tous ces détails, en fait, tous ces petits détails qui changent tout, en fait. On peut juste plier un peu plus les genoux, ou bien avoir le dos droit au moment où on soulève quelque chose, des petits détails qu'on oublie facilement. Tout à fait. Et, mais au final, pourquoi ça marche mieux en vidéo qu'en papier, pour toi? Ça dépend des populations. Les gens qui travaillent dans le terrain, comme les paysagistes, je pense que c'est des gens en fait qui sont plus sensibles en fait à l'image ou à la vidéo qu'un texte. Donc nous, on a constaté que ça marchait mieux. Du reste, dans les années 1996, j'ai eu la possibilité de créer un centre de compétences multimédia pour en fait créer en fait tous les supports images et vidéos au niveau suisse. Parce que ce qu'on avait fait auparavant dans l'école cantonale vaudoise, amener l'intérêt des cantons voisins. C'est-à-dire, beaucoup de cantons voisins n'avaient pas ces moyens et nous demandaient, mais est-ce que vous pouvez nous faire une copie de ce que vous avez fait? Et voilà, on travaillait avec du VHS à l'époque et quand on a fait le montage, c'était déjà juste au niveau de la qualité. Et quand il fallait faire une copie du montage, il restait presque plus rien. Donc, c'était l'idée, en 1998, d'obtenir du matériel de meilleure qualité et puis de pouvoir en fait diffuser en fait nos produits dans toute la Suisse. J'ai eu la chance de partir avec un bon système. Parce que là aussi, c'est un peu le hasard. En fait, je suis parti avec du matériel Panasonic, c'est-à-dire c'était les premières caméras digitales. C'est les caméras qu'ils ont utilisées au jeu d'Atlanta. D'accord. Et on a acheté la deuxième caméra qui entre en Suisse. Donc on était vraiment tout au début, quoi. C'était du DV, j'imagine. C'était du DVC professionnel. Ah voilà, ouais. C'était des grosses caméras, mais d'une qualité exceptionnelle. Donc là, c'est ce que vous avez fait pour le domaine du bûcheronnage, le domaine des bûcherons. Mais est-ce que vous savez si ça a été au final pas mal reproduit dans d'autres métiers? Je peux pas dire dans d'autres métiers parce que j'ai pas la connaissance. J'ai fait, dans mon parcours professionnel, j'ai fait un brevet pédagogique. J'avais fait un travail en fait sur l'utilisation de la vidéo pour ce brevet et on m'avait demandé de le présenter à toutes les classes à la fin pour justement essayer de transmettre en fait ces possibilités d'utiliser la vidéo dans le cadre de la formation. Et là, il y a 2-3 personnes qui ont dit, voilà, on a essayé, on a fait 2-3 petits trucs. Je pense qu'on doit adapter à chaque profession en fait les besoins et voir comment filmer, voir comment mettre en valeur les choses pour pouvoir vraiment utiliser cet outil comme un bon outil de formation. Donc toi, l'essentiel, c'est avant tout la préparation et d'être dans un métier où tu connaîtrais pas, ce serait d'être assisté, d'être plutôt en relation serrée avec une personne qui connaît bien le métier. C'est indispensable. Si je prends le mauvais exemple, Internet aujourd'hui, on voit de tout. Absolument, ouais. Beaucoup de gens filment des actions sans connaissance, des fois des actions même dangereuses, où les gestes métiers sont pas justes. Donc, c'est vraiment primordial de connaître absolument les gestes métiers. Voilà, je pense qu'il y a des métiers, il y a des films, il faut vraiment les adresser à des professionnels. Absolument. Ça me rappelle un vieux proverbe qui disait « Le fou croit qu'il sait ».
mais le sage sait qu'il ne sait pas. Exactement. Et on est totalement dans cette situation au final. On va essayer une petite question bonus par rapport à l'actualité de l'IA. Est-ce que toi, tu as pu déjà la tester? Et si tu as pu voir par rapport à toutes les 41 ans de carrière que tu as eu, une application qui aurait pu être utile dans ce que tu as fait? Alors, j'ai pas encore assez de connaissances sur l'IA. C'est vrai que ça évolue très très vite. Il faut de nouveau faire attention parce que je pense que l'IA ne va pas remplacer la connaissance d'une personne qui connaît vraiment bien les gestes métiers. Je reste toujours sur les métiers à risque comme bûcheron. Je pense que l'IA ne fera pas de film en fait de démonstration sur comment abattre un arbre. Ça reste quand même quelque chose que l'homme doit maîtriser. Je pense qu'au niveau on commence à avoir des machines en fait automatisées, ce qu'on appelle des processeurs dans le terrain. Et ces machines-là vont bénéficier de l'IA parce qu'elles sont capables en fait de piloter par GPS, de gérer en fait tout le peuplement qui est autour, de choisir les arbres qu'il faut couper de façon autonome. Comme en agriculture, les tracteurs sont capables d'aller labourer un champ ou de récolter du blé sans l'homme. Absolument, ouais. Donc je pense que dans ces domaines-là, ça joue. Après, dans les domaines en fait terrain où c'est l'homme qui fait le travail, je vois pas vraiment ce que ça peut apporter. Et ben voilà, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Et puis, je remercie encore Mario d'avoir fait le plaisir de venir et de nous partager son expérience sur les gestes métiers. Et à Thibaut, merci pour les questions, merci pour avoir co-animé l'émission. Et merci à toi, Josué, pour toute la gestion de ce podcast. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, parce qu'on est sur Internet, il n'y a pas d'heure. C'était Gestiform, pour vous, avec Mario. Merci.